Alors, que retenir du premier discours de Donald Trump d'hier, lors de son investiture, et puis aussi des premiers décrets qu'il vient de signer? On en parle avec vous, Béatrice Mathieu. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Grand reporter à l'Express. Est-ce qu'on se dit que c'est un discours ou pas qui fera date dans l'histoire des États-Unis, tant il tranche avec celui ou ceux de ses prédécesseurs? Oui, alors c'est un discours évidemment qui tranche à la fois sur la manière, sur le fond et sur la forme. Alors la forme, on s'y attendait un petit peu, hein, c'est le show, c'était le grand spectacle, une sorte d'amuseur public numéro un qui est pas amusant d'ailleurs du tout, avec le stylo jeté dans la foule. Bon, il y a ça, il avait habitué pendant toute sa campagne à ces débordements et à ces shows politiques. Donc là, tout le monde a été servi et aussi servi par Musk qui en a aussi rajouté dans la polémique aussi. Et puis après, il y a le fond. Sur le fond, il a peut-être été un peu moins disruptif que ce qu'on a pu craindre. Sur un point qui est celui de la guerre commerciale. Alors là, il a brandi la menace des droits de douane de 25% sur tous les produits canadiens et mexicains, mais il est resté assez dans le flou avec l'Europe. On voit bien que sur ce sujet-là, sur le plan économique, où il avait fait en fait de l'augmentation des tarifs douaniers presque l'alpha et l'oméga de sa politique économique, pour le moment, on n'est pas tellement avancé. On n'est pas tellement avancé. Aucun décret signé là-dessus d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Il n'y a eu aucun décret signé. Il y a cette menace qui pèse sur le Canada et sur le Mexique. Mais sur l'Europe, on voit bien qu'il est presque entré dans une question, dans un rapport de force et presque de deal. Ce qu'il veut en fait, c'est que l'Europe lui achète davantage de gaz naturel liquéfié. Et on voit bien que dans ce qu'il a signé par ailleurs, et ça renvoie à ce qu'il appelle son urgence énergétique. Il a levé en fait le moratoire sur les terminaux d'exportation de GNL et là c'est clairement un signe envoyé à l'Europe, c'est-à-dire dis-le, je ne vous mets pas de douane sur le luxe, sur les voitures, etc., mais vous vous engagez à acheter davantage de GNL. Et cette question est clairement déjà engagée avec l'Union européenne. Il a promis le début de l'âge d'or de l'Amérique, la fin du déclin. En gros, il promet la prospérité grâce au pétrole. C'est excessif, c'est réducteur de le dire comme ça? Non, il fait croire déjà au déclin américain. Alors quand on regarde en fait la performance comparée entre l'Union européenne et les États-Unis, il n'y a pas vraiment de déclin américain. Quand on regarde aussi dans les classements des entreprises mondiales les plus valorisées, on sait très bien que ce sont les groupes américains qui sont largement en tête. Dans les licornes, ce sont pareil toujours les entreprises américaines. Donc le déclin américain, il est quand même très relatif. Il tisse ce récit du déclin américain pour justifier aussi sa position extrêmement agressive à l'égard aussi de la Chine, qu'il voit comme un rival stratégique. Et ça, il l'a quand même redit, tout en ouvrant là aussi une voie de rapport de force ou de dialogue avec Pékin sur TikTok notamment. Donc ce qu'il laisse transparaître en fait, c'est que c'est plus le Trump dealmaker qui de toute façon a mis de côté tout ce qui est accords multilatéraux, donc ça, les accords de Paris, les accords de libre-échange, tout ça, le multilatéralisme, l'OMC, tout ça c'était mort, et ça on le savait. Mais la face qu'il a montrée d'abord, c'est celui qui utilise le rapport de force pour avoir des deals. Alors il veut un deal avec la Chine, il veut un deal avec le Mexique sur les frontières et sur les migrants, il veut un deal avec l'Union européenne sur le GNL. Et donc, le premier message qu'il envoie, c'est moi, je vais faire des rapports de force avec chacun des pays sur tous les sujets pour avoir des deals. C'est le Trump dealmaker qui transparaît dans
dans ce discours. Donc c'est pas le scénario du pire pour l'instant. Bah, il y a une forme de pragmatisme. Il y a une forme de pragmatisme, tout ça sous un vernis extrêmement brutal, délirant, et qui nous avait habitués pendant la campagne. Après, on l'a entendu, le nouveau pacte vert sera abrogé, les États-Unis sortiront de l'accord de Paris, et l'Amérique fabriqua plus de voitures que jamais. L'Amérique, c'est comme le deuxième pollueur de la planète, encore une fois, surtout, j'ai envie de dire, après les incendies de Los Angeles, tout ça, n'est-ce pas un peu inconséquent, ou est-ce que c'est de la forme, et au final, sur le terrain, en Californie, on voit bien que dans plein d'États, la transition énergétique est évidemment en marche? Elle est évidemment en marche. Quand il dit baby drill, donc forêt, toujours davantage forêt, on va voir ce que font en fait les grands groupes énergétiques américains, parce que ils avaient quand même pris goût aux subventions aux énergies vertes qui avaient été promises par l'IRA. Ils savent que d'une certaine façon le monde, quand même, va vers une transition énergétique, alors pas comme le rêve Trump, ou pas comme au rythme que le veulent, par exemple, les Européens, au contraire, mais le virage vers, en tout cas le développement d'une industrie verte et d'une industrie automobile électrique, d'ailleurs, aux États-Unis, il est indéniable. Donc, le grand basculement sur on revient en arrière et on fort tout ce qui est possible tout le temps, etc. C'est pas forcément ce qui va se passer. D'autant plus que sur le pétrole, les pétroliers américains, les groupes pétroliers américains n'ont pas forcément envie d'alimenter une crise de surproduction en fait de la production pétrolière qui entraînerait une chute des prix. Dans un contexte où la demande mondiale est assez faiblissante, aussi parce que la Chine ralentit énormément. Donc, les pétroliers américains vont faire attention à ne pas inonder en fait le marché mondial de pétrole et d'hydrocarbures pour déstabiliser et faire chuter les prix. Même si Trump a promis un ralentissement de l'inflation par la baisse des prix de l'énergie. Oui. Donc là, l'équilibre est assez complexe à trouver. Il y a un truc que je n'ai pas bien compris quand Trump dit vouloir s'attaquer à une élite corrompue et radicale qui s'est accaparée pouvoir et richesse depuis de nombreuses années. Je me suis dit, mais qui est-ce qui est visé, puis il s'y prend comment ? Ça, c'est son discours populiste, parce qu'en réalité, qui s'est accaparé les richesses et qui sont les hommes les plus puissants aux États-Unis, c'est ceux qui étaient autour, qui étaient à l'investiture hier soir. Donc, c'est Musk et ses collègues qui se sont accaparés les richesses aussi, avec une collusion, c'est le cas de Musk, avec l'État américain qui est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas Tesla et il n'y a surtout pas SpaceX. S'il n'y avait pas eu des subventions gigantesques de l'État américain pour le développement de SpaceX et une interdépendance entre la NASA et SpaceX qui est très forte aujourd'hui. Donc c'est un discours populiste assez bas de gamme pour plaire à une partie de son électorat. Il a réitéré sa promesse d'expulser des millions et des millions d'immigrés en situation irrégulière. Sur l'immigration, il a tapé fort ou il est dans la ligne droite de ce qu'il a pu dire pendant sa campagne ? Là, il est dans la ligne droite de ce qu'il a dit pendant sa campagne. Alors, on va voir ce qui va se passer très concrètement et ce qui est possible d'être fait. Je pense que très rapidement, on va voir les limites de son programme et notamment de son alliance avec Musk sur 3 points. Sur le premier point, l'immigration, très rapidement, quand Trump a dit renvoyer tous les immigrés chez eux,
Musk, qui sait très bien ce qu'il doit et ce que ces entreprises doivent aux travailleurs et aux ingénieurs qui viennent de l'étranger, a dit que c'était une folie. Le deuxième point, c'est mettre fin à toutes les subventions vertes, etc. Là aussi, à un moment, Musk pourrait y voir ombrage, puisque Tesla bénéficie très très largement en fait de toutes les subventions à l'achat de véhicules électriques. Et le deuxième point, c'est faire de la Chine son ennemi stratégique. Là aussi, ça peut contrarier les visions de Musk. Donc la puissance en fait de Trump 2 par rapport à Trump 1 était l'alliance de tous ces géants de la tech. Il faudrait pas qu'il par ses politiques et ses déclarations, qu'il vienne à se les mettre à dos. Et là, c'est un risque qui est assez certain. En tout cas, on finit là-dessus, Béatrice. En matière de mesures économiques, pour l'instant, s'agissant des décrets, on n'a pas vu grand-chose. Sur l'économie, non, on n'a pas vu grand-chose. On aurait pu, on aurait pu, parce qu'il aurait pu effectivement dire, signer un décret à partir du 1er février, c'est 10% de droits de douane supplémentaires sur tout le monde. Ce n'est pas ce qu'il a fait pour l'instant, parce que je pense qu'il est vraiment rentré dans des confrontations et des deals entre pays, entre les États-Unis et entre chaque zone, avec la Chine, avec l'Union européenne, avec le Royaume-Uni, et un rapport de force qui va être extrêmement violent et extrêmement brutal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Europe est un peu au pied du mur, et la faiblesse économique de l'Europe ne la rend pas, solide pour assumer ce rapport de force. On finit là-dessus aussi. Qu'est-ce qui va pouvoir, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, qu'est-ce qui va pouvoir tenir en matière de promesses économiques? Parce qu'il y a celles qui dépendent du Congrès, les baisses d'impôts. Il y a sur les droits de douane, là ça dépend de lui. Il peut passer ça par décret. Qu'est-ce qui va pouvoir tenir ou pas? Voilà, c'est ça, les droits de douane. Essentiellement les droits de douane et puis tout le détricotage quand même de ce que va faire Musk au niveau des agences. Là, d'abord les nominations, les réductions de crédit, ça va être un point aussi important de ce qu'il va faire et de ce qu'il a promis de faire. Je n'ai pas les chiffres en tête d'ailleurs, mais le rapport, le poids de l'État dans l'économie, de l'État fédéral dans l'économie quand on rapporte au PIB. En France, on est à quoi? On a dépenses publiques, c'est 56% du PIB. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est 35%. Il y a 20 points d'écart, je pense. On sait bien aussi qu'aux États-Unis, le poids des dépenses fédérales, c'est ce qui est lancé en fait par l'État fédéral est assez faible par rapport aussi tous les soutiens des États en fait. Donc, on verra comment cette politique de rigueur budgétaire sur un certain nombre de dépenses publiques est réellement menée par les États. Merci beaucoup. Explication, analyse signée Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Je ne vous ai pas souhaité une bonne année, Béatrice. Bonne année, David. Merci. À bientôt. Salut. Ciao.